Je vais commencer par vous lire un extrait d'un traité de l'éducation dont je vous laisserai deviner après l'auteur. L'état sauvage est l'indépendance envers les lois. La discipline soumet l'homme aux lois de l'humanité et commence à lui faire sentir la contrainte des lois. Mais cela doit avoir lieu de bonne heure. C'est ainsi, par exemple, que l'on envoie tout d'abord les enfants à l'école, non dans l'intention qu'ils y apprennent quelque chose, mais afin qu'ils s'habituent à demeurer tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu'on leur ordonne, en sorte que par la suite, ils puissent ne pas mettre réellement et sur le champ leurs idées à exécution. Si en sa jeunesse, on laisse l'homme n'en faire qu'à sa volonté et que rien ne lui est opposé, il conserve durant sa vie entière une certaine sauvagerie. Et il ne sert à rien à certains d'être en leur jeunesse protégés par une excessive tendresse maternelle, car plus tard, ils n'en rencontreront que plus de résistance et ils subiront des échecs dès qu'ils s'engageront dans les affaires du monde. Celui qui n'est pas cultivé est brut. Celui qui n'est pas discipliné est sauvage. Le défaut de discipline est un mal bien plus grand que le défaut de culture, car celui-ci peut se réparer plus tard. Mais la sauvagerie ne peut plus être chassée et une erreur dans la discipline ne peut être comblée. C'est Emmanuel Kant, dans son traité de l'éducation, qui dit ça. Bon. Alors, c'est évidemment un vieux cis réac bourgeois, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire sur lui, mais en attendant, c'est quand même intéressant que déjà il pointe quelque chose qui nous concerne directement, pour moi pour deux raisons. D'abord parce qu'il évoque des lois de l'humanité, il y a des lois de l'humanité, et deuxièmement parce que celles-ci doivent être transmises tôt dans l'histoire du sujet. Ça ne se fait pas, sinon c'est effectivement de la sauvagerie. À ce propos, où en sommes-nous ? Alors, ma thèse actuellement, aujourd'hui, que je soutiendrai, c'est que nous sommes, sans le savoir, dans une guerre culturelle très violente entre ceux qui veulent s'affranchir, s'émanciper sans arrêt des contraintes auxquelles ils seraient soumis, et d'ailleurs qui, dans le sens d'Alain Hérali, ils les inventent eux-mêmes souvent, comme la fameuse appellation récente de assigner, le sexe assigné à la naissance. Bon. Et ceux qui, au contraire, veulent conserver des choses. Alors, ce sont évidemment ceux-là qu'on appelle les conservateurs, j'en fais partie, c'est sûr, mais ça va encore, mais plus loin, les extrêmes droitistes, tout ce que vous voulez, on est parti dans toute une série de qualificatifs que vous connaissez. À l'occasion des mutations de société qui recouvrent aujourd'hui à la fois l'avènement de la démocratie, c'est évident. Alors, j'avais toujours été surpris quand Marcel Gauchet avait donné ce terme, un article, « avènement de la démocratie », comme si elle venait seulement d'arriver. Et effectivement, je crois que ce n'est pas tout à fait faux de dire que l'hétéronomie d'hier, aujourd'hui, elle est complètement c'est substituer à elle l'autonomie, mais surtout qu'il n'y a plus l'autonomie désormais, elle est quelque chose à quoi nous prétendons sans aucune difficulté. Il n'y a plus de conflictualité entre l'autonomie et l'hétéronomie. L'autonomie est présentée comme seule devant fonctionner, jusque y compris, on le verra tout à l'heure, en se transmettant aux enfants. Alors ça, c'est une mutation de société importante. La situation des femmes aussi, c'est quelque chose de très très déterminant aujourd'hui. D'ailleurs, j'avais repris ici, je n'ai pas, une petite phrase que j'aime bien de Norbert Elias, qui dit « C'est la plus grande révolution qu'ait connue notre civilisation occidentale depuis ses origines, l'accession des femmes à une identité qui leur soit propre, ne dépendant plus de celle de leur père ou de leur mari. » Bon, c'est assez bien situé, bien dit, et c'est ça qui est précisément une mutation à laquelle il n'y a vraiment pas de... On peut participer à cette mutation, tout à fait. Il y a aussi la science qui est intervenue, je ne vais pas développer, et les techniques que cette science, ce développement,
propose, que ce soit aussi bien le numérique, l'intelligence artificielle ou l'existence des réseaux sociaux aujourd'hui qui, évidemment, interfèrent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, ça veut dire, dans le petit ouvrage que j'ai fait avec Jean-Louis Ranchon, là, que nous avons fait ensemble, nous avons mis en exergue une phrase de Freud aussi, où il distingue les exigences civilisationnelles et les revendications individuelles. Les deux doivent, comme il le dit, rester dans un équilibre, dans une dialectique qui permette justement à trouver un équilibre qui, du coup, justifie que l'on puisse vivre en société tout en ayant la reconnaissance de son individualité et de sa singularité. Je crois que c'est tout à fait... Ah, pardonnez-moi, j'ai oublié de prendre quelque chose. Merci. Parce que on pourrait penser que d'office, les choses vont donc bien dans le sens, si on privilégie, si on donne du poids à la prétention de l'individualité, on va d'office dans le bon sens. Ça pourrait se penser, puisque nous nous sortons du modèle qui, à coup de grands principes universaux, distinguait, donnait de la place à tout le monde, mais aussi le contraignait. Donc il y aurait là une évolution positive de pouvoir désormais marquer son individualité. Mais Freud nous a prévenus. Il nous a dit, dans le malaise dans la civilisation, l'agitation qui exprime au sein d'une communauté une poussée de liberté peut être un soulèvement contre une injustice effective et donc favoriser une évolution ultérieure de cette civilisation tout en restant compatible avec elle. Mais elle peut aussi être un vestige de ce qu'était la personnalité à l'origine, affranchie des liens de la civilisation, et dans ce cas, elle constitue la base d'une hostilité à la civilisation. Ça dit bien que, donc, on n'est pas garanti, justement, parce que si l'accent n'est plus mis que sur la revendication individuelle, et que les exigences civilisationnelles ne devraient plus être là que pour soutenir et légitimer les revendications individuelles, eh bien ça réamène, ça réouvre la voie de la sauvagerie. C'est vraiment cette question-là que je trouve tout à fait centrale aujourd'hui. Comment est-ce qu'on concilie l'exigence individuelle, tout à fait honorable, et qui est une véritable avancée dans l'histoire des sociétés, je crois qu'on peut le dire, et c'est les exigences civilisationnelles qui restent tout à fait à l'ordre du jour. Eh bien, c'est là que nous avons la revendication individuelle, le fait de la prôner, le fait de trouver que c'est celle-là qu'il faut à tout prix et seulement soutenir. Elle n'est pas sans rapport avec la toute-puissance infantile. Elle équivaut à, du coup, évacuer en quelque sorte le fait d'avoir à grandir comme un trait de la vie humaine, et de l'enfance en particulièrement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je trouve Kant est tout à fait pertinent. Alors, cette toute-puissance infantile va aller jusqu'à penser que le seul ressenti donne votre identité, par exemple, comme on le fait dans les problèmes d'identité de genre, et en même temps, c'est là, comme le disent certains à juste titre, c'est une des avancées possibles du transhumanisme, qui est animé de la même croyance que la mort n'est plus la mort, que le sexe n'est plus le sexe, et je vous passe tous les autres détails en conséquence. Donc nous serions là à lire, à mon avis, on doit le lire comme ça, la volonté transhumaniste comme une sorte de vestige de la toute-puissance infantile à laquelle il n'a pas été mis fin pour que l'accession au discours social soit possible. Pourquoi donc je dis qu'il y a une guerre culturelle? Mais je suis peut-être influencé par ce qui vient de se passer en Belgique, que je ne vais pas vous raconter parce que ce sera trop compliqué et trop long, mais il y a eu une difficulté où on a bien perçu que c'est une véritable guerre entre ceux qui ne veulent penser que en termes d'émancipation d'individus et qui, avec ça, ont toute la logique devant eux,
jusqu'à penser d'ailleurs que ça va jusqu'à penser une psychanalyse émancipée d'ailleurs, titre d'un ouvrage qui vient de sortir à cet égard-là. Et ceux qui continuent, la guerre entre ceux-là donc, et ceux qui continuent à vouloir se référer au fonctionnement du collectif, du commun, et jusque et y compris la façon dont ce commun doit se percevoir à l'intérieur même de chaque individu pour qu'il puisse arriver à être évidemment chacun soucieux du bien commun. Nous sommes donc dans la guerre entre ceux qui pensent pouvoir faire société en faisant table rase et tout recommencer à zéro, moyennant un déni massif de toute historicité. Et c'est à ça que nous avons affaire aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui pensent, à juste titre dans leur esprit, pouvoir ne compter que sur d'appuyer la pédale de l'individu et de ne pas se soucier de ce qu'il en est des exigences du collectif, sans même s'apercevoir que c'est parce que nous, collectivement, investissons la capacité de l'individu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une dépendance à l'égard du collectif, mais elle masque le fait de ce qu'elle doit au collectif, c'est ça le problème. Mais aujourd'hui, si nous n'avions pas un discours social qui nous disait importance de l'individualité, il n'y a personne qui, du temps des Grecs ou des Romains, avait cette idée-là, ça n'existait pas. Donc c'est bien quelque chose que nous avons introduit, nous, de nouveau, mais qui n'est pas sans conséquence. Parce que ceux qui pensent pouvoir faire société en faisant table rase sont en guerre avec d'autres qui reconnaissent la mutation qui a opéré, celle des femmes, celle de la science, celle de l'inédit, celle de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais qui n'entérinent pas la fin totale de la verticalité universaliste, en quelque sorte, qui n'arrivent pas à penser l'horizontalité individualiste, égalitaire, sans penser qu'il y reste toujours quelque chose de la verticalité qui doit peut-être non plus se figer comme hier dans la question du père, du patriarcat, etc., mais qui doit néanmoins continuer à se faire percevoir parce que c'est par ce biais-là qu'on arrive à accéder à du commun. Le seul fait de mettre les gens les uns à côté des autres ne suffisant pas pour vivre ensemble, comme on le dit aujourd'hui très souvent, contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui très souvent. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe puisque nous sommes en guerre? C'est que les premiers, ceux qui veulent ne compter que sur l'individualisme et son émancipation, vont dire des seconds, ceux qui veulent continuer que quelque chose tienne entre verticalité et horizontalité, qui est les deux en même temps, si on veut, il y a une dialectique toujours présente, eh bien, il vaut évident que les premiers vont dire des seconds qu'ils veulent en rester au monde de fonctionnement d'hier. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner au monde d'hier. C'est-à-dire que moi, ça fait à peu près 25 ans que je travaille sur ces questions. C'est toujours la même critique qu'on me fait, c'est que je dois être quelqu'un qui est réactionnaire et qui veut à tout prix continuer à imposer la place du père, enfin, ce qui n'est absolument pas du tout mon enjeu. Mais c'est même entre psychanalystes, parfois ça se dit aussi. Je me rappelle que j'ai eu des disputes colossales avec Pommier, par exemple, sur ce sujet, qui lui voulait à tout prix précisément qu'on se débarrasse de tout, dans le sens de ce qui s'est dit, on le dit d'ailleurs, dans le Nouvel Observateur de cette semaine. Lisez l'article qui est consacré à Jérôme Fourquet, et vous allez voir tous les arguments dépliés avec précieusement pour dire que ça n'est qu'un décliniste nostalgique, et que, alors que ce monsieur Fourquet fait des analyses extrêmement fines de ces statistiques qu'il a par ailleurs, et qui voit toute une série de choses qui se profilent et qui finissent par montrer qu'il y a une perte du sens du collectif au sein des individus aujourd'hui. Pourquoi j'insiste sur ce mot de guerre? Mais je dis parce que la guerre en démocratie, c'est encore la guerre des mots. Ça, c'est au moins quelque chose qu'on peut bénéficier. Donc on a le droit chacun à dire ce qu'on pense. C'est toujours le cas en démocratie. Et rappelez-vous quand même le travail de Klemperer sur la langue nazie, puisqu'il a bien montré comment petit à petit l'infiltration du modèle nazi, pour l'appeler comme ça, était faite en fonction des subversions qui ont été introduites dans la langue. C'est là le point d'appui que l'on a utilisé pour
disséminée dans toute une société, et je vous avoue que c'est important de le repérer pour moi comme une guerre entre ceux qui soutiennent quelque chose qui a son mérite de toujours exister, qui est ancré dans le monde d'hier, mais qui doit intégrer les nouveautés que l'on a mis en place, évidemment, c'est clair, et la différence avec ceux qui, au contraire, ne se contentent de pousser la pédale de l'individu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut identifier, que nous ne connaissons pas bien, je trouve. Comment est-ce que c'est un narcissisme collectif qui finit par grignoter petit à petit la perception d'un chacun. Bon. Et figurez-vous que je me suis beaucoup intéressé ces derniers mois à l'année 1933. Alors, de grâce, je ne dis pas que nous sommes des hitlériens ou des nazis, c'est pas ça du tout. Hein. Mais le mécanisme nouveau par lequel une société grignote petit à petit la capacité de chacun de s'énoncer par rapport à ce qui se passe. Exemple, le fait de nous dire il faut sortir de la contrainte d'être assigné au sexe, etc. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'il faut se soumettre désormais à la contrainte d'appeler une femme une personne avec utérus. Vous voyez que le système de ne se contenter de dire qu'on se déloge d'une obligation va de pair avec le fait d'en réinstaller une autre qui est beaucoup plus latente, mais qui en attendant parvient à toucher tout le monde et à faire que beaucoup de gens, parce que c'est le cas, se remettent soigneusement dans la majorité silencieuse sans s'apercevoir qu'elle est une majorité mise au silence, ce qui n'est pas la même chose. Je pense que c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Si, en tout cas, mon point de vue que je défendrai, c'est qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas contraint à vous taire, mais quand même, il y a des choses que vous n'oserez plus dire individuellement parce que vous allez tout de suite recevoir une flopée d'invectives qui peuvent aller très loin. Pas jusqu'à vous envoyer au camp, ni faire les choses qui se sont passées au deuxième... C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'un amalgame absolument, mais quand même qui vont vous amener, qui peuvent vous amener à une mort sociale, hein, par le biais d'Internet et par le biais des réseaux sociaux. Ça existe des gens qui se sont fait complètement massacrer au niveau d'une mort sociale. C'est pas la même chose, mais il y a ce mécanisme par lequel un surmoi de groupe, un surnou en quelque sorte, vient tellement contraindre l'individu à renoncer à ce qu'il perçoit, à ce qu'il sent, à ce qu'il a comme lui repère dans sa boussole intérieure qui lui a été communiquée justement s'il y a eu transmission. Mais c'est bien là que on met finalement les gens, les parents, en difficulté aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent plus avoir de repères dans le discours social, et ils se sentent du coup comme plus légitimés à transmettre les valeurs qui sont les leurs. Et ça, c'est quelque chose de très très complexe, parce que ça va avoir une série d'effets. Et nous sommes, je crois, dans la 3e génération, ça s'est passé il y a une 50aine d'années, cette mutation-là, 60 ans peut-être, et ça a abouti à ce que nous avons une 3e génération aujourd'hui de jeunes qui, à la limite, ne sont plus inscrits, ils n'ont plus inscrit dans leur propre histoire l'historicité dont je viens de rappeler quelques traits comme ça, et qui est celle de ce que c'était que l'humanité. Voilà. Alors, la question pour moi, et je vais simplement vous amener ça comme... c'est bien? Oui, c'est bon, ça va. Je vais simplement vous amener ça comme question finale. Quelle est la position du psychanalyste dans cette affaire? Est-ce qu'il peut se contenter de se taire alors qu'il a le besoin et le souci, évidemment, de commencer par entendre un patient qui vient lui parler en acceptant ce que ce patient lui dit? Donc il ne s'agit pas de venir lui faire la règle, comment il faut dire et ce qu'il faut dire. Mais néanmoins, au niveau du collectif, est-ce que le psychanalyste, en tout cas c'est l'impression que j'ai personnellement, et comme je ne suis plus très atteignable dans mon repère, voilà, l'âge que j'ai c'est comme ça, je ne peux faire qu'état de ma clinique et de ce que j'ai entendu, mais ça j'ai en tout cas envie de le dire, eh bien non, je ne trouve pas qu'on a à se taire, au contraire, on a à dire quelque chose là-dessus. Pourquoi ? Mais parce que sinon nous laissons s'amplifier la majorité sous silence, mise sous silence, et si nous ne répondons pas à cela, nous allons être véritablement convertis, c'est ça, par ceux qui voudront faire transposer, transmettre
ou faire que cette société qui ne se pense qu'à partir d'elle-même, sans historique, va être du coup privilégiée. C'est un risque que nous couvrons, c'est un risque que nous courons aujourd'hui. Alors, on peut le dire comme ça, comme une formulation qui a été mise en notre association comme ça, mais ou la castration ou la barbarie, c'est vrai, il faut le savoir ça. Donc nous avons quand même quelque chose du côté de notre propre énonciation d'analyste qui peut peut-être aussi aider certains à pouvoir encore se dire qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, à partir duquel il y a peut-être aujourd'hui des possibilités de changer la façon dont ça entraînait des conséquences sociales. Tout ça c'est vrai, tout ça c'est important et évident. Mais il n'empêche qu'il y a des réalités qui restent. Et pourquoi est-ce que ça reste, cette affaire? Pour moi c'est très simple. C'est parce que c'est à l'endroit du corps propre de chacun, qu'il vit qu'il n'est pas les deux à la fois, qu'il n'est pas tout. Bon, c'est ça, c'est dans le corps qu'il perçoit ça. Et c'est dans le corps, justement, sexué qu'il le perçoit. Et ça, précisément, si on invente ou on laisse courir l'idée que le genre peut tout à fait permettre de décider à un enfant, et c'est d'ailleurs ça aussi qui m'a fait réagir, c'est la découverte il y a quelques années, un an, d'un texte qui avait été diffusé en Belgique il y a 5 ans par un ministre de la Justice connu, répété, où il disait qu'il avait produit un véritable bréviaire pour changer de nom, pour arriver à changer de nom, qu'un enfant décide de changer de nom. C'est 25 pages où on explique tout ce qu'il doit faire pour arriver à ça. Hein? Le prénom, c'est juste le prénom. Pardon. Tout à fait, merci de le rappeler, parce que c'est juste... Il a toujours droit avec moi. C'est bien clair. On ne peut pas dire n'importe quoi. Il a raison. Tout à fait. Donc, on peut changer de prénom, mais dans la page guide, vous voyez que ce guide-là a été construit avec toute une série d'associations qui sont des associations de tous ordres, défenseurs des droits, tout ce qu'on veut. Donc, ces gens-là, il y a un lobby véritablement qui se met en place, qui ont infiltré les cabinets ministériels et qui sont en train de faire que les politiques eux-mêmes ne se sentent plus la légitimité de rappeler des choses tout à fait fondamentales. Ça nous pose question, et je pense que si réponse possible il y a, c'est sûrement en reprenant la parole à cet égard-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Non, il ne veut pas. Il est déplacé. Bon, un grand merci Jean-Pierre, comme chaque fois là, pour à la fois la force de ce que tu amènes et la simplicité. J'en ai un peu taquiné là. Effectivement, tu es à ma droite. Hein. Mais c'est pas pour ça que tu es de droite. Hein. Tu n'es pas de droite, hein, mais qu'on pourrait dire que tu es de droite. Non, c'est par une boutade, mais c'est pour tout de même essayer de relancer les choses justement du côté de notre, je dirais, de notre incarnation langagière. Voilà, je laisse la parole aux discutants là directement. Je vais pas, soit, oui, Omar, si tu veux bien. Oui, je veux bien. D'accord. Merci. Moi, je ne vais pas dire que Jean-Pierre est à droite. Je veux dire qu'il est adroit, plutôt, dans ce qu'il amène. Parce que, effectivement, c'est fort et simple. J'aurais 2 remarques, et peut-être j'ajouterai une dernière si j'ai le temps, mais c'est important qu'on puisse parler aussi, donc on verra. La première, c'est ce qu'on appelait à un moment donné, et que tu dis ne pas vouloir faire. À un moment donné, on appelait ça injecter du père, hein, qu'il fallait injecter du père, comme si c'était le but d'une psychanalyse. Et je suis content de t'entendre dire que non, justement. Le psychanalyste n'a pas pour but de réinstaller cette espèce de pater familias du droit romain, mais plutôt, et donc je suis content de t'entendre parler de cette tension entre civilisation et individu,
que nous aurions peut-être à traiter comme une corde d'instruments qu'il s'agit de réguler, voilà, de trouver une bonne tension. Et ça m'amène donc, cette première remarque, où je suis tout à fait d'accord, quand tu poses la question, est-ce que le psychanalyste doit se taire? Ou même, comme on le dit souvent, se taire à bon escient. Se taire à bon escient ne suffit pas. Et donc, comment maintenir une position de psychanalyste, parfois même par nos actes, parfois même avec notre corps, en entretenant cette place de l'analyste, qu'elle soit vide, c'est-à-dire on n'est pas à être le père. C'était plus facile d'avoir cette place vide ou d'être en silence quand les repères sociaux fournissaient une boussole claire, qu'on soit d'accord ou pas d'accord d'ailleurs. Mais aujourd'hui, et je pense qu'il y a la clinique du traumatisme, par exemple, qui nous apprend des choses là-dessus. Il y a des patients qui viennent dire « j'ai subi ça », et quand on est outré, c'est une position qui fournit une lecture. « Ah, donc je ne suis pas fou », par exemple. Mon analyste a été surpris. Mais donc, par rapport à ce que tu amènes là, comment tu dirais, comment dans des situations pratiques, avons-nous à nous avancer, à risquer quelque chose? Parce que pour moi, la psychanalyse n'est pas une place confortable. C'est pas seulement au fond d'un fauteuil avec des accoudoirs matelassés, mais comment avons-nous à nous avancer pour justement dire quelque chose qui soit psychanalytique, pour le dire comme ça, ou à tenir une position dans le social, dans la presse, dans les échanges, le type de pratique de l'analyste en dehors. Si j'ai le temps, j'aurai une troisième que je laisse au moins énoncer. C'est quand tu parles de cette mort sociale qu'on voit de plus en plus, effectivement, c'est le risque de dire, parfois même le risque de poser une question. Vous voulez changer de genre? Pourquoi transphobe? Je dis pourquoi? C'est-à-dire, j'interroge le sujet, là. Mais donc, qu'est-ce que ça dit de notre rapport au signifiant, notre rapport au mot? C'est le cas de le dire, peut-être. Mais est-ce que les mots sont encore en représentation, ou est-ce qu'on réduit systématiquement notre interlocuteur à ce que Alain Hérali appelait ce matin, effectivement, une minorité victimaire jouissante? Je pense que là, on a aussi une lecture de psychanalyste à faire sur notre époque. Oui, écoute, je suis tout à fait d'accord avec les remarques que tu amènes, et c'est tout à fait justifié. Ça me fait d'ailleurs penser que j'ai bien aimé tout à l'heure quand Alain Hérali parlait du psychothérapeute et de son risque aujourd'hui. Son risque étant de venir, d'une certaine façon, conforter l'idée que la victime était une position... Bon, et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup qu'implicitement, des psychothérapeutes, pas d'office analyste, mais il y a aussi des analystes là-dedans, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous mis à mal avec la confrontation avec ces lois de l'humanité qui, d'une certaine façon, ne sont plus transmises par le social pour le moment. Il y a une panne. Il y a une panne dans la transmission. C'est ça que je veux dire, la panne. C'est que c'est plus comme ça qu'on voit les choses. Pourtant, désolé, mais l'humanité ne change pas. Elle reste l'humanité. Nous sommes contraints, pour parler entre nous, de certaines règles, de certains fonctionnements. Sinon, nous ne nous parlerons pas. Donc, je ne vais pas développer tout ça, mais c'est quand même important de repérer que la psychanalyse, elle est claire. J'ai dit hier, je t'ai répondu hier, que tu as d'ailleurs tiqué, elle n'a pas de soucis politiques. C'est pas ça que je voulais dire exactement. C'est que je veux dire que son but n'est pas de dire qu'à gauche c'est bien ou à droite c'est bien. C'est pas ça du tout. On ne veut pas entrer là-dedans. Mais on peut quand même dire quelque chose de ce qui est fondamentalement nécessaire pour qu'il y ait une vie sociale articulée dans le langage. Ça, oui, là-dessus, on peut dire des choses. Et c'est justement là-dessus qu'aujourd'hui, on se trouve que la société invite presque à la sauvagerie par ce concept d'autodétermination de l'enfant. Il n'y a pas d'autodétermination de l'enfant, il n'y a même pas d'autodétermination tout court, si on y réfléchit un peu. Il y a une autodétermination, ça oui, ça c'est clair. On est déterminé par l'autre, chacun. Et c'est à partir de cette place de l'autre que l'on se construit petit à petit sa propre identité. Mais on part toujours d'abord de l'autre.
Donc je trouve que là, c'est vrai, et le psychanalyste n'est pas non plus, comme tu le dis, quelqu'un qui injecte du père, ça c'est ça, parce qu'il doit intervenir d'une façon telle qu'il permette, mais aujourd'hui ce n'est plus seulement en silence, parce que quand il gardait seulement le silence, au fond, il profitait du discours social pour pouvoir, qui mettait en place les règles font une nécessité, et lui pouvait se dégager. Et c'est cette fonction-là que le psychanalyste a. Il est en panne avec ça aujourd'hui, parce que du coup, au fond, est-ce que c'est être subversif que de croire qu'on peut encore se libérer de l'assignation de sexe, par exemple, ou alors est-ce qu'au contraire, la subversion consiste presque plutôt à rappeler que les limites que l'on met ne sont pas d'office des limites oppressantes, mais qu'elles sont aussi des limites qui peuvent être structurantes. C'est qu'on ne peut pas faire aujourd'hui à notre patient le coup de la panne. Oui. Justement. Oui. J'ai pas compris. On ne peut pas faire à notre patient le coup de la panne. Il faut qu'on puisse remettre quelque chose en mouvement. Mais la panne, et autrement. La panne, ça donne ce que Lacan avait dit de Joyce, du père de Joyce. C'est la forclusion de fait, du coup. Si nous ne parlons pas, nous entraînons une forclusion de fait. Bon. Donc il faut que nous continuions à dire, là où chacun se trouve, à y réfléchir aussi, à se interpeller bien sûr, mais qu'il continue à soutenir une énonciation. C'est ce que nous pouvons faire de plus juste à l'égard de... Donc c'est pas de venir dire ce qu'il en est, mais de soutenir une énonciation. Ça c'est quelque chose aujourd'hui que l'analysant, d'ailleurs il est très sensible à ce fait l'analyste à mon avis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez de ce que je dis? Ça devient quelque chose d'important pour lui, de pouvoir... à partir de là échanger, tout en restant dans une position qui laisse la place au grand autre et pas seulement au petit autre. On est vraiment au cœur de ce que 13 colloques et 15 ou 16 années ont mis en place, petit à petit, d'abord médecine et psychanalyse, médecine avec toutes les sciences et tout la différence entre une science et un art qui est la médecine, avec la relation fondamentale, psychanalyse, parce qu'on travaillait ensemble et qu'on croit en l'inconscient auquel maintenant on voudrait absolument enlever sa place. Et on a rajouté après quelques années de fonctionnement dans la cité, parce que ça nous paraissait une évidence qu'il fallait aller... pour certains très courageusement, parce que c'était pas ce qu'ils avaient connu pendant des années, qui faisaient pour d'autres plus leur éthique personnelle, etc. Dans la cité, dire que ça va pas, dire que on voit des pathologies changer et devenir quelque chose qui s'installe, qui devient une norme presque, et comme tu le dis, qui va donc inverser ce qui paraît normal et ce qui ne paraît pas. Et quelque chose, par exemple, encore dans les sciences, où quand on ne croit plus à la biologie, ça devient quand même quelque chose de grave et c'est presque une négation de ce qu'on est. Voilà. Et donc, je voulais dire que je ne m'attends... Et donc, la fameuse chouette qui complète notre titre, c'est parce qu'il faut toujours du recul pour ça. C'est la chouette de Minerve qui ne prend son envol que le soir, qu'au crépuscule. C'est-à-dire que la philosophie nous aide à prendre le recul nécessaire. On ne va pas prendre les fake news d'emblée, etc. L'esprit critique. Tout ce que aussi, Alain, tu disais pour transmettre vraiment la réception éclairée, c'est ça qui est certainement le plus difficile à faire. Quand on veut enseigner, quand on veut transmettre, voilà. Et donc voilà, je trouve que dans ce colloque, on sent tout la nécessité qu'il y avait à créer ça, et ça nous a pris de vitesse presque. Je trouve que vraiment maintenant, il faut aller le dire dans la cité. Il faut vraiment dire faites attention, rien n'est perdu. Mais si on perd la parole, si on perd l'échange, si au lieu de débattre on se bat, eh bien voilà, c'est la fin de quelque chose. Et pour la droite et la gauche, moi j'aime bien toujours revenir à la définition de Deleuze, pour qui la gauche c'était d'abord de penser le monde, puis son pays, puis ses proches, puis soi. Et être de droite, c'est l'inverse. Parce que finalement, aujourd'hui, avec la planète et avec tout le reste, on est là aussi vraiment dedans. Voilà. Merci Marie-Elisabeth.
avant de repasser la parole à la salle pour les questions, je voudrais permettre à Alain Petit de réagir par rapport à l'exposé de Jean-Pierre. Oui, moi j'aimerais revenir sur j'ai bien aimé outre le ton général de la conférence, l'allusion à Klemperer, lingua tertia imperii. J'ai retenu, j'ai mis en exergue sur les notes que j'ai prises une expression. Je ne suis pas frontalement opposé, mais j'aimerais revenir sur cette expression. C'est quand vous avez parlé de verticalité universaliste. Parce que tout en prenant moi-même l'universalisme, en étant aussi parfois conscient des objections qu'on peut lui adresser, je ne suis pas certain de vouloir associer l'universalisme et la verticalité par elle-même. Pourquoi l'universalisme serait-il vertical ? On pourrait très bien concevoir qu'il soit... Parce qu'il donne des règles qui s'imposent. Ah oui, mais alors, est-ce l'universalisme qui donne des règles qui s'imposent ? Après tout, on pourrait dire, ce qui donne des règles, ça serait par exemple une culture déterminée. Vous voyez ? Des règles propres, ce que Hegel appelle une Sittlichkeit, un ethos concret, vous voyez, qui n'est pas universel. La culture déterminée n'empêche pas qu'il y ait... des lois universelles qu'elle a habillées. Oui, j'entends bien. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir l'universalisme comme étant, si on ne doit pas avoir une attitude purement défensive, et je pense que c'est pas votre souci, on ne pourrait pas le concevoir comme étant en débat, sans céder sur lui. Oui. Parce que, de fait, voilà. C'est la distinction. Oui. Un universalisme qui ne serait pas dupe, si vous voulez, de ce qu'il peut parfois être imposé. Alors, ça pourrait être une caricature d'universalisme qui, je veux dire, après tout, on en connaît. Il y a, par exemple, dans les questions relatives au colonialisme, cette difficulté-là. Alors, si on ne veut pas tomber dans les choses trappes de ceux qui veulent en finir avec l'universalisme, dont je ne suis pas, vous voyez, je me demande si on ne devrait pas le désintriquer des modes dans lesquels comme vous dites, il peut éventuellement se proposer, voire s'imposer dans une culture déterminée. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir faire une désintrication de l'universel, si vous voulez, en quelque sorte. Mais paradoxalement, c'est ce que le masculin et le féminin ont la charge. Hein. Le féminin, il a la charge de venir donner, contrer par un patou quelque chose qui se veut tout régler. Donc c'est au cœur même de la différence homme-femme, cette affaire-là. Ouais, pour qu'il y ait une conscience de la nécessité de l'universel, il ne faut pas qu'il y ait saturation de la culture, si vous voulez, oui, ou du milieu d'apprentissage primitif. Là-dessus, nous avançons, nous avons avancé. Oui. Nous avons relativisé l'universalité. Et ça, je crois que c'est tout à fait judicieux. Mais la relativiser ne veut pas dire s'en débarrasser. Certes non. Voilà. Mais il arrive qu'on franchisse le pas, et c'est là que la première faute commence. Et je pense d'ailleurs que autant l'œuvre de Freud a maintenant traversé dans le public, quitte à ce qu'on revienne en arrière par de la résistance aujourd'hui, ça c'est clair, mais l'œuvre de Lacan n'a peut-être pas acquis à passer dans le public autour de cette question du patou, justement. Non, en effet. C'est un truc très important. Le patou est pour moi le cœur, le concept cœur de ce que peut apporter l'analyse à la vie sociale, y compris à la vie sociale. Parce que pas seulement à l'individu, mais aussi à la vie sociale. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il faudrait reprendre ces questions pour essayer ce que ça signifie, transmettre ce que ça signifie exactement. Mais je crois qu'on peut très bien dire qu'on est à la fois patou dans le vertical, ce qui permet à l'horizontal d'exister, et patou dans l'horizontal, ce qui permet... L'horizontal, ça peut être un engloutissement, et j'irai dans votre sens à cet égard. Mais, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un horizontal critique qui fasse appel à l'universel pour arriver à se penser dans sa propre articulation? Sinon, si vous voulez, la pensée de l'émancipation
que vous avez incluse tout à l'heure, peut-être, je veux dire, du point de vue du symptôme, peut-être à juste titre, mais la pensée de l'émancipation qu'il ne faudrait pas pour autant abandonner, d'ailleurs je ne sais pas que ce n'est pas votre propos non plus, elle ne doit pas être, incluse dans une pure polémique, comme si c'était une posture qui devait nécessairement susciter une agression inverse. Non, pas du tout. L'émancipation, c'est aussi une articulation. L'émancipation a tout son intérêt à la condition qu'elle ne se coupe pas du rapport au collectif. C'est ça l'intérêt, l'important. Mais d'ailleurs, serait-ce une émancipation si elle se coupait de tout rapport au collectif? Une émancipation purement narcissique est-elle une émancipation? Justement, c'est bien ça que la phrase de Freud dit, c'est pas d'avance. Ça dépend de comment ça va être travaillé par les gens, repris. Or, là-dessus, nous sommes... Est-ce que vous admettriez l'idée, mais je suppose que ça fait partie de votre métier, que l'émancipation réelle suppose la sublimation? Oui, ça fait... C'est pas que ça. Ça, il faudrait discuter de ça. Ça ne suffit pas de parler de... Peut-être pas, mais comme ingrédient. Mais c'est déjà... Tout à fait. Non, ça fait partie de la donne. Oui. Non, mais je crois que c'est très important. Aujourd'hui, si on peut... Il y a un auteur là que je vous conseille de lire qui s'appelle Marc Hunyadi, parce que son dernier livre est une manière de remettre en question la pertinence de l'émancipation et de proposer qu'il y ait une émancipation nouvelle qui soit articulée au collectif. C'est celle-là qu'on doit peut-être créer. Je le connais, je l'ai rencontré ici. C'est pas lutter contre l'émancipation. Oui. C'est un spécialiste d'Habermas en particulier. Oui, mais le problème, c'est qu'il s'agit d'avoir des individus à un haut degré de compétence dans l'émancipation. Voilà, ça c'est quel genre de... C'est pas cela que nous produisons pour le moment. Hein. Je n'en suis pas absolument persuadé, en effet. Mais bon... Merci Alain Petit et Jean-Pierre.